Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, je vous propose de faire le point sur l'actualité de la dernière semaine du mois de septembre avec les interventions à l'ONU. Notamment, on ne peut pas tous les étudier, donc je vous propose de faire le point avec celle de M. Sergueï Lavrov, qui est le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Ce qui va nous permettre de faire le lien avec le deuxième sujet de cette capsule qui concerne la souveraineté des États qui est nécessaire à retrouver bien sûr, entre autres dans tout le changement de l'ordre mondial qui doit et qui est en train de se produire. Voilà, et ce qui me permet de faire le lien avec la toute première capsule que j'ai commencé il y a un an sur le Grand Reset. Avant de parler de l'intervention donc de Sergueï Lavrov, elle est intervenue donc le 24 septembre. Il est important de signaler que le 21 septembre, Vladimir Poutine est intervenu auprès de la population russe pour donc annoncer qu'il allait enrôler 300 000 réservistes, et il est intervenu donc suite à l'agression importante dans le Donbass de l'armée ukrainienne. Toutefois, il faut savoir que sur le terrain, les Russes ont quand même fait d'importantes avancées, notamment en ce qui concerne Kharkov. Il y a eu des assauts importants. Également à Odessa qui fournit la moitié du gaz de l'Ukraine. Et également en ce qui concerne la mer d'Azov, c'est-à-dire la mer Noire, qui est totalement sous maintenant l'égide russe. Voilà. Alors, c'est dans ce contexte donc qu'intervient l'intervention du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. Je vous propose donc de vous citer quelques extraits et nous allons donc voir en quoi est-ce que cela est important pour l'étude que nous allons faire de ce discours. Je cite des extraits de l'intervention du ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie. C'est la question de l'ordre mondial qui se dessine. Donc, allons-nous vers un ordre nouveau? On voit qu'ici, la Russie est à l'initiative. Ce qui ne nous convient plus. C'est un modèle unipolaire du développement mondial qui ne sert que les intérêts de l'Occident. Donc voilà, il explique pourquoi est-ce qu'il faut un ordre nouveau, puisque à travers l'Occident, bien sûr, il parle des intérêts de l'OTAN. La France est dedans. Hein. Voilà. Aujourd'hui, des pays souverains sont prêts à défendre leurs intérêts nationaux dans le cadre d'une architecture multipolaire solide. Donc vous voyez ici, il oppose multipolaire à unipolaire. Et d'autre part, il s'adresse également aux autres pays dans le monde qui sont intervenus au niveau de l'Assemblée générale des Nations unies, c'est-à-dire qu'il parle d'autres pays souverains qui se sont exprimés et qui ont défendu leurs intérêts nationaux. Voilà. Je cite également, les pays occidentaux sont complètement soumis aux États-Unis. Quand il dit aux États-Unis, bien sûr, il parle des intérêts de l'OTAN. Alors, je précise bien que je sors vraiment les éléments essentiels. Hein. Je ne cite pas les longues phrases qu'il a énumérées. Quel est aujourd'hui le bilan de l'hégémonie américaine dans le monde? Est-ce que tous les États vivent dans de meilleures conditions? Donc là, il parle des pays qui ont été sous le joug des États-Unis depuis la Seconde Guerre mondiale. Et il va même jusqu'à poser une question. Il va demander, citez-moi un seul État qui soit vraiment dans les conditions optimales de ce système mondial unipolaire. Aujourd'hui,
cet ordre unipolaire ne fait que semer la division. Soit vous êtes avec nous, soit vous êtes contre nous. Et il précise que Washington cherche à faire du monde son arrière-cour. Et pour faire plier les réfractaires, je cite toujours, des sanctions unilatérales sont employées, en s'appuyant bien sûr sur des articles de la Charte des Nations Unies. Il cite comme exemple Cuba, qui est quand même sous le joug des sanctions américaines depuis 60 ans. L'Union européenne, là il parle de la politique actuelle, bloque des cargos de livraison, donc là je crois qu'il s'agit d'engrais, que la Russie propose de livrer gratuitement aux pays africains. Donc ici, il accuse l'Union européenne de provoquer des difficultés vers les États du Sud. Il rappelle également que la politique russe depuis ces dernières décennies, voire même plus de 20 ans, n'a jamais été contre l'OTAN. Il cite par exemple le fait d'avoir accepté le mur de Berlin que voilà, l'on a détruit. Là, il rentre plus dans le vif du sujet en ce qui concerne leur intervention en Ukraine le 24 février. L'OTAN avait fait une promesse, il la rappelle, c'est de ne pas élargir l'OTAN vers l'Est. Or, cette promesse n'a pas été tenue. Et il dénonce l'arrogance de l'Occident, ayant une portée destructrice, surtout, notamment depuis les années 91. Voilà, donc vous voyez, à partir de ces extraits, on va pouvoir analyser en fait la situation russe, pourquoi est-ce qu'ils sont intervenus en Ukraine et quelle est leur position en ce qui concerne la planète entière. Lorsque le ministre des Affaires étrangères de la Fédération de Russie parle de pays souverains qui sont prêts à défendre leurs intérêts nationaux, à quoi fait-il allusion? Alors pour cela, il faut remonter à la théorie classique des relations internationales, notamment à la notion d'égalité souveraine qui a été développée par de grands chercheurs comme Raymond Aron ou Hans Morgenthau. C'est-à-dire qu'on remet l'État au centre de la scène internationale et qu'une nation équivaut à une collectivité politiquement, territorialement organisée. Je répète, une nation équivaut à une collectivité politique territorialement organisée. Et de ce fait, les relations internationales sont des relations entre unités politiques. Cette notion, en fait, elle remonte vraiment très loin. Il faut remonter à la guerre de 30 ans en Europe, c'est-à-dire au traité de Westphalie de 1648 qui avait mis fin à la guerre de 30 ans et où c'était la fin de le Saint-Empire romain germanique. Ça a été à l'époque plutôt des guerres de religion. Et les traités de Westphalie ont permis de reconnaître la souveraineté des États, puisque les États se sont libérés d'une part d'un pouvoir temporel qui était représenté par l'empereur, et également d'un pouvoir spirituel qui était celui de la papauté. Donc là, vous avez vraiment la souveraineté des États, en ce sens que les États n'étaient plus subordonnés à aucun autre membre de la communauté internationale. Et de fait, on parlait, avec cette théorie classique, de l'égalité souveraine des nations. Tous les États, en principe, sont égaux. Tel est le principe que, en fait, défend ce ministre des Affaires étrangères de la Fédération russe.
en dénonçant en fait l'unipolarité de l'ordre mondial actuel. Il réclame en fait une réforme au niveau des Nations Unies. Alors ça se passe surtout au niveau du siège du Conseil de sécurité de l'ONU, où vous avez 5 membres permanents. Vous avez en permanence les États-Unis, la France, le Royaume-Uni et la Chine. Donc ça ne représente en aucun cas l'ordre mondial actuel. Et il a même, dans son discours, appelé à donner une place plus importante aux BRICS, c'est-à-dire au Brésil, à la Chine, à l'Inde, aux autres États également, et surtout remettre à plat ce système qui permettrait donc à chaque État d'avoir réellement sa place et de pouvoir s'exprimer clairement et de ce fait avoir un monde réellement multipolaire. Alors ça, bien sûr, c'est la théorie, puisqu'on sait très bien que dans la réalité, il y a le pouvoir, notamment des quotes-parts de chaque État qui participent aux Nations Unies, et de ce fait, il y a un décalage entre les pouvoirs de tel ou tel État. Donc c'est tout cela qu'il faut remettre en cause. Donc c'est, vous voyez, une remise en cause de la société, non seulement au niveau international, et là dans la deuxième partie ça va être beaucoup plus intéressant parce qu'on va voir l'impact et pourquoi est-ce que par exemple dans la gestion de la pandémie il y a eu de telles anomalies. Pourquoi est-ce qu'il est nécessaire de réformer donc au niveau non seulement international, mais également au niveau des États et à l'intérieur de chaque État. Donc c'est des réformes en profondeur et d'ailleurs qui sont réclamées de la base. Vous avez actuellement dans de nombreux pays, là je parle de pays européens, mais ça existe également dans d'autres pays du monde, des révoltes de la faim, des révoltes de la colère. Donc ça part de la base. Voilà. Donc ce n'est pas, on va dire, c'est vraiment factuel. Ce n'est pas quelque chose de théorique. Et il faut en tenir compte. Et nous allons voir ça dans la deuxième partie. Pour cette deuxième partie, je me base sur un livre de Valérie Bugaud, des éditions Digeste. Alors je vais vous mettre les références en bas de la capsule, vous regarderez, que je vous invite à lire, c'est vraiment très très intéressant. C'est sorti en 2022, elle est docteure en droit et elle maîtrise vraiment bien son sujet. Et le titre de ce livre est « Les raisons cachées du désordre mondial ». Alors on va rejoindre ma première partie, puisque elle explique que la légitimité des États a été remise en cause. Il y a eu un basculement des rapports de force au profit des grands banquiers. Et ce qui est intéressant, c'est qu'elle parle de la situation actuelle. Je vais prendre par exemple la France. À l'Assemblée nationale, nous avons une opposition, mais elle précise que de toute façon, les partis politiques, quels qu'ils soient, sont soumis au bon vouloir de ceux qui les financent. Et les financent, ce sont les banquiers. Elle parle de l'importance de la City de Londres dans le monde. Alors je vous ai parlé du décès de la reine Elisabeth II. Voilà, maintenant on va passer sous un autre aspect. D'accord ? Donc il faut remonter à 1531, comme je l'ai fait donc dans la première partie. On remonte un petit peu l'histoire. Il faut remonter à Henri VIII, lorsque la Grande-Bretagne rompt toute relation avec l'Église catholique romaine. Donc Henri VIII quitte le pouvoir spirituel. Et là vous avez une fusion du pouvoir spirituel et du pouvoir temporel. D'accord ? Donc à travers sa personne. Il avait nommé à l'époque l'archevêque de Canterbury. De ce fait, qu'est-ce qui s'est passé ? C'est que le pouvoir spirituel n'a plus été un pouvoir d'opposition. Donc, l'Angleterre a repris sa souveraineté. Et ce qui s'est passé, c'est que vers les années 1600, c'était sous Cromwell, la haute finance est apparue. Et la City de Londres
a été à l'origine du capitalisme fondé sur l'anonymat, et ça a été l'émergence d'un système où, écoutez bien, toutes les décisions étaient prises en coulisses par les puissances financières et ensuite mises en scène pour le grand public. Je répète cette phrase puisqu'elle est adaptable à la situation que nous avons connue avec la pandémie et adaptable également au niveau international, notamment au niveau de la première partie où je vous ai parlé de l'ONU. Toutes les décisions sont prises en coulisses par les puissances financières et mises en scène pour le grand public. À l'ONU, il suffit de regarder les quotes-parts des États, il suffit de regarder les quotes-parts de financement, bien sûr, je parle, des élites mondiales qui influencent donc les décisions au niveau de, par exemple, ce qui s'est passé au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. D'accord ? Bon, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais vous pouvez faire le lien. Ce qui est intéressant, c'est que Valérie Bugeaud précise que ce système, depuis des siècles qu'il existait, on est remonté à 1531, arrive à bout de souffle. C'est-à-dire que ces richesses, et il y a eu des dynasties, sont arrivées à un tel pouvoir d'acquisition que maintenant ils passent à une autre étape et ils ne s'en cachent plus. Je vous invite à aller voir sur Twitter, je vous ai mis un extrait très intéressant je ne vais pas citer le nom sinon ma capsule risque d'être censurée, mais je vous donne les initiales KS. Cet extrait est en allemand, donc vous allez savoir de qui je parle, ou c'est en lien avec le Grand Reset, ma première capsule. Ces puissances financières ne se cachent plus. Et donc, KS exprime clairement, dans son témoignage, il dit nous avons réussi à infiltrer tel cabinet présidentiel de tel pays. Et il cite les pays. Donc, il dit clairement, il travaille pour nous. Donc, vous voyez, quand le ministre des Affaires étrangères de la Fédération russe parle d'arrogance, on en est là. C'est-à-dire qu'on ne se cache même plus. De toute façon, ils ont le pouvoir. D'accord ? Ils ont le pouvoir. Donc, chers amis, il est temps de se réveiller. Soit vous acceptez, parce que là, on va passer à une étape supérieure de leur côté. Eux, ils sont déjà prêts. Voilà. Ce qu'il faut, c'est retrouver, explique Valérie Bugeaud, le rôle de la monnaie, qui à la base était un service public, c'est-à-dire que la monnaie était destinée à favoriser les échanges et non pas à se faire des dividendes, etc. D'accord ? Donc vous voyez qu'au niveau de la réforme qu'il faut faire, la réforme se situe à tous les niveaux, même au niveau économique. Alors pourquoi je vous dis que il faut se réveiller, puisque l'objectif suivant de ces grands banquiers, non seulement ça a été donc bien sûr la réduction de la population, mais là en ce moment ils sont en train de mettre en place une économie numérique, c'est-à-dire que en plus de votre personne physique, vous allez avoir une personne numérique, une personne avec toutes vos données. Et on sera à un tel degré de technicité que si vous ne rentrez pas dans le moule que ils vont mettre en place, on va vous débrancher. Je parlais à l'époque de, par exemple, de guichet bancaire, vous ne pourrez plus retirer de l'argent si vous n'avez pas rempli telle condition, qui sera vérifiable à travers la puce de je ne sais pas quelle carte ou sur vous, ou voilà, à travers vos données. Voilà. D'accord ? Donc, on est arrivé, explique Valérie Bugeaud, à un tel degré de manipulation à tous les niveaux, en ce qui concerne la gestion, par exemple, de la pandémie, que voilà, il y a eu une manipulation par la peur pour faire passer donc ce pic au niveau mondial. Et je rappelle qu'à l'époque, il était à niveau expérimental. Voilà. Que dire d'autre, sinon que
il y a la nécessité, alors elle parle de nouveaux paradigmes avec une réforme nécessaire des institutions. Je vous ai expliqué pourquoi au travers des partis politiques. Mais à travers ce que je viens de vous expliquer, vous avez bien compris que ce n'est pas uniquement au niveau des institutions, mais c'est également au niveau des personnes qui sont en place, puisque ces personnes sont elles-mêmes des, entre guillemets, on va dire, des marionnettes des grands banquiers. D'accord ? Voilà. Alors, j'espère avoir été claire sur cette deuxième partie. Je suis allée très très vite, hein. J'ai balayé un peu rapidement les thèmes, mais le thème central reste toujours le même par rapport à la première partie, la nécessité d'un nouvel ordre mondial. Et ce nouvel ordre mondial, ce sera une transformation en profondeur, aussi bien au niveau international qu'au niveau des États, à l'intérieur des États même, et de ce fait, la souveraineté sera possible, sera retrouvée, la souveraineté des États pourra être réacquise, mais ce sera au prix, je ne vais pas dire d'une lutte, hein, mais ce sera au prix vraiment d'un travail en profondeur, de longue haleine, et surtout ne rien lâcher. Voilà. Alors, c'était ma capsule des news, en même temps avec des messages bien sûr qui sont passés, mais ce n'est que le reflet de la réalité, puisque il ne faut pas se contenter de regarder l'eau. Je dirais qu'il faut se méfier de l'eau qui dort, puisqu'en dessous il y a pas mal de soubresauts. Allez voir sur YouTube, allez voir sur VK, allez voir sur Odyssée, et si cette capsule ne passe pas à votre niveau, je vous signale que je la mets également sur Odyssée. Voilà, je vous dis à la prochaine fois et bonne réflexion.